Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des résultats très concrets à partager. Je commencerai par la fonction publique, comme je l'ai dit, la maîtrise des effectifs avec le fichier unique de gestion administrative et de la solde qui permet aujourd'hui de calculer facilement les salaires des agents, de payer facilement des salaires des agents. Aujourd'hui, avec les efforts conjoints entre nous et le ministère du Budget, les salaires, pour la plupart des mois, c'est entre le 20 et le 25 que les salaires sont payés. Rarement, on atteint même le 30 pour payer les salaires. Tout ça, c'est parce que nous avons réussi à obtenir ce résultat de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Deuxième chose, cela a permis de revaloriser, n'est-ce pas, les conditions de vie des travailleurs avec une revalorisation des salaires, une revalorisation aussi des situations administratives. Nous avons pu régulariser beaucoup d'anomalies qu'on avait trouvées. Quand je suis venu, il y avait une situation assez compliquée, des gens qui étaient dans le tunnel de la biométrie, qui n'avaient pas réussi à faire leur biométrie, des gens dont les salaires étaient bloqués, ainsi de suite. Donc nous avons accéléré le traitement de cela et ça nous a permis de régulariser plus de 2000 agents publics qui étaient dans cette situation et qui souffraient. L'autre chose, nous avons aujourd'hui crédibilisé le recrutement à la fonction publique. Hier, quand on recrutait à la fonction publique, il n'y avait pas de référentiel, il n'y avait même pas de critères, on ne questionnait pas quelle est la demande. Aujourd'hui, on ne recrute plus pour recruter. On recrute parce qu'il y a un service demandeur. On recrute parce qu'on sait où on va loger la personne qu'on va recruter. On sait qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il y a cette exigence qui structure déjà les bases du recrutement. Mais aussi, nous avons cultivé ce qu'on appelle la méritocratie. Donc, c'est sur la base du mérite aujourd'hui que les fonctionnaires sont recrutés à la fonction publique. Et le processus d'obtention du statut de fonctionnaire, il est suivi avec rigueur. Ce n'est pas parce que tu es sur l'arrêté d'engagement que tu es fonctionnaire titulaire. Nous avons fait respecter pour la première fois le processus du stage probatoire pour l'accès à la fonction publique. Tous ceux qu'on a recrutés en 2024 sont encore dans le processus de stage probatoire. Ils ont le statut de fonctionnaire stagiaire. C'est après 12 mois au moins du stage, sur la base des évaluations qui seront faites des services utilisateurs, qui nous diront oui, ils sont satisfaisants par rapport à leur aptitude professionnelle, leur disponibilité, leur assiduité. Donc, un certain nombre de critères. Sur cette base, on va prendre un arrêté qu'on appelle l'arrêté de titularisation. Et c'est à partir de là, ils seront désormais fonctionnaires titulaires. Donc, ils auront le statut de fonctionnaire. Et pendant cette période de stage probatoire, ils apprennent à connaître leurs services. Donc, ils ont tous fait le tour, chacun de son département ministériel. Ça les a permis de comprendre les missions globales du département, l'organisation du département, le fonctionnement du département. Et après, on les affecte sur des services spécifiques où ils passeront le reste du temps. Ils ont des encadreurs aujourd'hui. Nous venons d'ailleurs de déployer une mission de suivi pour s'assurer du bon déroulement de ce processus de stage probatoire. Nous avons aussi, en termes de résultats, introduit une action phare, une réforme importante qui aujourd'hui civilise l'activité administrative. C'est le service militaire. Parce qu'on avait constaté que dans notre administration, il y avait un déficit criard de valeurs. Ce n'est pas parce que les gens n'étaient pas compétents. Il y avait des compétences. Mais la crise des valeurs pénalisait l'efficacité, je dirais même la performance de nos services publics. Donc il fallait ramener cela. Et aujourd'hui, le service militaire, c'est une réforme qui a été mise en œuvre, qui est en train d'être mise en œuvre avec beaucoup de succès. On en est très fiers parce que ça rime parfaitement avec la vision du chef de l'État qui a initié ce service militaire pour tous les nouveaux fonctionnaires. Aujourd'hui, vous avez des nouveaux fonctionnaires, je dirais des fonctionnaires stagiaires qui comprennent c'est quoi le civisme, c'est quoi l'amour pour la patrie, c'est quoi le service public. Donc la déontologie, la discipline dans la conduite administrative. Donc aujourd'hui, nous avons ces éléments qui incarnent ces valeurs positives. Et on est très sûr, déjà on a des premiers témoignages qui nous relatent vraiment le niveau de satisfaction. D'abord le mérite, parce que tout le monde apprécie leur capacité technique. Deuxièmement, ces valeurs, tout le monde apprécie leur niveau de discipline, leur niveau, n'est-ce pas, d'assiduité, mais également l'incarnation des valeurs d'une citoyenneté positive. Donc nous en sommes très fiers. Aussi,
Pendant cette période, nous avons travaillé énormément pour améliorer notre système, nos prestations de sécurité sociale, avec la revalorisation des pensions, en plus de la revalorisation des salaires. On a revalorisé les pensions. On a mis en œuvre pendant cette période quelque chose que tout le monde pensait que c'était impossible. C'est la couverture médicale. Aujourd'hui, grâce à laquelle tous les agents publics sont pris en charge à hauteur de 80% par l'État. Nous avons des témoignages qui donnent vraiment de la chair de poule, des fonctionnaires qui tombent malades, avec parfois des montants de factures très élevés, du diagnostic jusqu'à la pharmacie, qui ne pourraient pas payer même s'ils travaillaient pendant 5 ans, leur salaire ne leur permettrait pas. Mais ils ne payent que le ticket modérateur qui est de 20%. Et donc aujourd'hui, 80%, c'est assuré par l'État. Pour moi, c'est un résultat formidable. Aujourd'hui, le projet de l'ENA qui est sur la table, le niveau d'avancement que nous enregistrons, il est très satisfaisant parce que ça montre aujourd'hui qu'il y a une véritable volonté de se doter d'une fonction publique moderne avec un agent public de qualité. Et donc, cette perspective de formation crée déjà un soulagement important au niveau des agents. Nous avons au niveau du département institué ce qu'on appelle des conventions collectives dans certains secteurs, dont le secteur minier, carrière et secteur ou d'autres activités assimilées. Cette convention collective améliore le traitement des agents dans ce secteur. Imaginez, il y a des sociétés minières qui payaient 400 000, 500 000 des ouvriers par mois, alors que ces sociétés faisaient du profit ou du super profit. Nous avons désormais exigé que tous les agents qui n'ont aucune qualification, qui font les activités les plus banales dans l'entreprise, que désormais, ils ne soient plus payés en dessous de 2 600 000 francs guinéens, comme salaire de base, pas le salaire net. Parce que quand vous calculez, vous ajoutez les autres indemnités et primes, ça fait que le salaire de base dans le secteur minier, pour les ouvriers non qualifiés, va avoisiner les 3 millions, voire même plus, dépendamment des entreprises. Et pour les agents de maîtrise, le salaire de base a été fixé à 8 millions et quelques. Donc c'est pour vous dire que... Et les cadres supérieurs, nous avons fixé le seuil minimum à 20 millions. Donc c'est pour vous dire que nous avons œuvré à créer de véritables conditions de travail décent dans ce secteur qui emploie une grande partie de la population guinéenne. Donc nous avons institué cela. Nous avons également, au niveau toujours de notre administration du travail, fait du dialogue social un levier de croissance. C'est pour cela que nous avons signé le pacte de stabilité sociale avec les partenaires pour créer les conditions favorables à la mise en œuvre du programme Simando. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Donc le pacte de stabilité est un compromis tripartite entre les employeurs, donc le patronat, le syndicat et le gouvernement pour dire on va vers des engagements qui doivent être respectés. Et pendant cette période, on observe une trêve sociale en minimisant, n'est-ce pas, les effets des troubles sociaux, les effets des grèves inutiles pour attirer plus d'investissements étrangers et créer les conditions favorables à la croissance économique. Durant cette période, nous avons élaboré et mis en œuvre la politique nationale de santé et sécurité au travail. Et grâce à cette politique, nous avons aujourd'hui une véritable transformation des conditions de travail des agents dans tous les secteurs d'activité au niveau des secteurs privés et mixtes. Parce que nous avons élaboré un outil très important. C'est la convention collective, plutôt c'est la liste des maladies professionnelles indemnisables. C'est un outil très important parce que quand un travailleur tombe malade, les entreprises n'avaient pas de base pour évaluer les seuils d'indemnisation, même des mesures d'indemnisation en faveur de ce travailleur. Pour dire la maladie qu'il a eue, il l'a eue parce que c'est à cause du travail. C'est le travail qu'il fait l'expose à ces risques de type de maladie. Donc ça, c'est un outil fondamental qui permet aujourd'hui à certains travailleurs de bénéficier, n'est-ce pas, une évaluation claire et recevoir des indemnisations à la hauteur de leur niveau d'exposition au risque maladie dans leur poste de travail. Donc, nous avons la liste des maladies professionnelles qui est aujourd'hui en vigueur dans notre pays et nous avons contribué énormément aux activités de renforcement de capacité. Nous formons des milliers de personnes, n'est-ce pas, par mois
au niveau de l'Institut national de formation et de perfectionnement et au niveau des différents partenariats que nous avons avec l'Organisation internationale du travail qui développe beaucoup de programmes de formation. Nous avons normalisé pendant cette période nos relations avec le CRADAT, où nous étions absents. C'est le Centre africain d'administration du travail qui a été créé d'ailleurs aussi grâce au concours de la Guinée et où la Guinée est membre à part entière. Mais malheureusement, compte tenu des arriérés qu'on avait accumulés, on était complètement mis dehors. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans le CRADAT et d'ailleurs, il y a une académie du CRADAT qui va être mise en œuvre le mois prochain ici, à partir du 13 septembre, la formation des inspecteurs du travail. Parce qu'on est aussi dans une dynamique de renforcement des capacités opérationnelles de l'inspection du travail. Et également, nous avons normalisé nos relations avec le CAFRAT, le Centre africain de recherche en administration publique, qui est le plus grand centre africain qui met les pays ensemble sur des questions d'administration publique, des réformes de l'État et de gestion des fonctions publiques. Là aussi, on était absent depuis plus de 10 ans, alors que les premiers présidents, les 3 premiers présidents qui se sont assis pour créer le CAFRAT, il y avait le président Ahmed Sékou Touré. Et pendant plus de 10 ans, 20 ans, je dirais, on était complètement mis de côté. Nous avons payé nos cotisations, on a repris notre place au sein du conseil d'administration. Donc le repositionnement aussi a pris sa place dans notre département parce que nous avons repositionné la Guinée au niveau du CRADAT, au niveau du CAFRAT. Et ce qui est important, c'est au niveau aussi du BIT, de l'Organisation internationale du travail, je dirais, où on avait perdu notre droit de vote. L'année dernière, nous avons pu rétablir le droit de vote de la Guinée au sein du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail. Donc, ce sont quelques grandes réalisations que nous avons eu à mettre en œuvre, en plus de toutes les réformes sur lesquelles nous sommes en train de travailler aujourd'hui. C'est une question pertinente. Les défis sont toujours là. L'un des défis, c'est les compétences. Ce sont les compétences. Nous avons des chantiers très importants à mettre en œuvre. Et c'est des chantiers qui vont avec l'existence des compétences appropriées. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche des compétences nécessaires pour accélérer ces processus de transformation. On travaille sur la formation de l'existant, donc de tous les collaborateurs à tous les niveaux, mais nous avons encore ce besoin de renforcer toutes les mesures de renforcement de capacité pour avoir des compétences adaptées aux enjeux que nous avons en face. L'autre défi, c'est aussi les ressources financières, n'est-ce pas, les ressources techniques. Même s'il y a eu beaucoup d'efforts ces derniers temps, nous avons, n'est-ce pas, pu mobiliser une logistique importante. J'aurais dû en parler parmi les grandes réalisations parce qu'on a énormément contribué à renforcer les capacités opérationnelles du ministère. On a aujourd'hui tous les directeurs, leurs adjoints, les inspections régionales, chacun a un véhicule de commandement. Ce qui permet à chaque cadre de réaliser rapidement désormais des missions, de venir rapidement au travail, aller sur le terrain, exécuter des tâches. Donc ça facilite cela. Aujourd'hui, tous les collaborateurs ici, du ministre que je suis jusqu'au chef de section, chacun a un ordinateur au moins. Donc chacun a un outil informatique de travail. Nous avons aussi équipé tous les services ici d'imprimantes, de scanners et tous les autres réseaux de branchement. Nous avons un Intelphone, on avait constaté ici qu'il y avait presque... C'était difficile pour accéder au ministre parce que imagine, vous avez plus d'une dizaine de services publics, chacun veut voir le ministre. Vous voyez, ça fait que certains cas peuvent attendre 2 heures, 3 heures le ministre dans la salle d'attente. Nous avons décidé de mettre fin à ça pour faire en sorte qu'on instaure un Intelphone. Pour certaines questions vraiment substantielles, on peut appeler le ministre, échanger avec lui. Des directeurs peuvent s'appeler au lieu que l'un ne se déplace pour aller voir l'autre. C'est maintenant, quand c'est des sujets vraiment qui demandent une discussion plus élargie, que les gens se déplacent. C'est des choses qui paraissent parfois marginales, mais qui ont une contribution très significative dans le cadre de la productivité du travail. Donc il y a ce défi qui est là. Nous avons contribué à apporter beaucoup d'éléments de réponse,
mais il est encore sur table. Nous allons continuer pour renforcer effectivement les capacités opérationnelles du ministère. Il y a encore des problèmes qui est pour moi un très très grand défi pour ce département. C'est nous qui élaborons les textes organiques de tous les ministères et tous les services publics. C'est la culture organisationnelle, la culture institutionnelle. Amener les gens à comprendre que la guerre d'attribution, ce n'est pas ce qui fait de nous de bons exemples d'administrateurs. Il faut que chacun se focalise sur le peu d'attributions qu'on met à sa disposition. Si chacun se concentre sur ça, on saurait être mieux efficace et apporter plus pour notre administration. Mais le plus souvent, il y a des guerres d'attribution et ce qui étouffe énormément les efforts d'une direction que j'ai ici, qu'on appelle la direction de la réforme administrative. Aussi, l'organisation du ministère, tel qu'il est actuellement, ne permettait pas au ministère de jouer pleinement ses fonctions. C'est pour cela que je vous annonçais tout à l'heure l'une des directions qui va être créée. Et donc, on est sur une restructuration qui permettra au ministère de jouer vraiment le rôle qui est le sien et avec une meilleure efficacité, une meilleure efficience. Donc, nous avons entre autres ces défis, mais nous sommes sûrs qu'avec la volonté actuelle du chef de l'État, qui a fait de ce département un département pivot, nous réussirons à surmonter ces défis pour atteindre les résultats escomptés. Pour moi, le secret, c'est le dialogue. C'est le dialogue et le respect mutuel. Depuis le début, quand je prenais fonction, j'ai dit aux syndicats que je vais instaurer une relation basée sur la confiance. Vous savez, la gestion du syndicat, il faut éviter d'en considérer comme une gestion conflictuelle. Il faut plutôt définir ça selon les normes de l'OIT. Ce sont des relations de partenariat. Le syndicat n'est qu'une représentation des travailleurs que tu gouvernes en tant que ministre du Travail. Donc c'est une entité représentative qu'il faut considérer comme partenaire. Et éviter de faire en sorte que vous ignorez l'autre entité qui est l'employeur. C'est quand tu sais apprécier la place de l'employeur, tu sauras mieux apprécier la place du travailleur. Et du coup, le tripartisme qui est gouvernement, secteur privé, donc patronat et syndicat, ce tripartisme, il va fonctionner. Et en tant que ministre du Travail, tu restes assez équidistant entre les deux. Tu sais jouer la balance entre l'employé parce que tu es en quelque sorte l'arbitre, en plus d'être régulateur et coordonnateur du bon fonctionnement de ces relations. Tu fais en sorte que l'équilibre soit tenu. Tu sais apprécier les intérêts des travailleurs et tu sais apprécier les intérêts de l'employeur. Il n'y a pas de travail, n'est-ce pas, de travailleurs sans travail. Il n'y a pas d'emploi sans capital. Il faut que cette compréhension soit de mise. Donc, nous avons intégré ça dans notre dynamique, ce qui fait qu'il y a des concertations régulières. On discute même moins sur des sujets conflictuels. Tous les sujets, nous considérons qu'autour de la table, nos idées se complètent. Et c'est en se complétant qu'on tirera une feuille de route qui responsabilise tout le monde et qui prendra en compte les intérêts, n'est-ce pas, des uns et des autres. Et ça facilite l'obtention des concessions. Parce qu'il n'y a jamais de compromis sans concession. Donc ça facilite l'obtention des concessions. Donc nous avons vraiment misé sur une approche de dialogue très pédagogique, mais aussi, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, une relation basée sur la confiance, sur le respect mutuel. Je ne prends pas le syndicat comme un adversaire. Je ne prends pas le partenaire comme un partenaire privilégié. Il est un partenaire pour moi comme le syndicat. Donc cette équidistance aussi pèse positivement et ce qui nous permet de dérouler. Donc, à travers votre micro aussi, je réitère, je l'avais dit tantôt, mes remerciements et ma reconnaissance à nos partenaires sociaux, le syndicat, le patronat, pour vraiment ce que nous sommes en train aujourd'hui de réussir à bâtir. Comme quoi, avec le dialogue, on peut faire plus et mieux pour les travailleurs guinéens.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de mesures prévues dans ce sens. Vous savez, la convention collective, c'est une annexe au Code du travail. Donc, c'est presque un contenu aussi au Code du travail. Les dispositions qui y sont contenues ont la même valeur juridique que les dispositions qui sont dans le Code du travail. Et autre chose qui est faite, parce que le droit social le commande, c'est aussi l'ouverture faite aux accords maison. Donc, une entreprise peut ne pas être en mesure, sur certaines dispositions, de ne pas l'appliquer, mais à condition que vous ouvrez une discussion en interne entre l'employeur et les employés, donc le syndicat, pour trouver certains compromis. Mais en droit social, les acquis, on ne revient pas là-dessus. Donc, si il y a des acquis déjà obtenus, n'est-ce pas? Quel que soit l'accord de maison, cet accord de maison ne peut pas vous amener aussi à rétrograder ou à dégrader les acquis qui étaient déjà obtenus. Donc, c'est assez structuré pour confirmer qu'effectivement, il y a des mesures coercitives qui non seulement prennent en compte le caractère, la validité juridique plutôt de la convention elle-même, l'ouverture aux accords maison, mais également il y a des mesures qui nous permettent, nous en tant qu'administration du travail, de prendre des mesures contre certaines entreprises qui ne respecteront pas les dispositions qui y sont contenues. Et ça, c'est le travail de l'inspection du travail que nous avons. On a un instrument qui veille sur ça. C'est pour cela d'ailleurs, il y a un comité d'arbitrage que le Code du travail prévoit, qui est déjà mis en place par l'inspecteur général du travail. Ce comité aide aussi à faciliter les arbitrages, parce que les mesures de sanctions ne sont pas que des sanctions négatives, mais aussi il faut faire en sorte que nous jouons notre rôle. Et ce rôle, nous le jouons à travers les 3C et à travers l'inspection du travail. C'est le conseil que nous offrons à ces entreprises, c'est la conciliation et le contrôle de l'application des normes du travail. Et ça, c'est la mission fondamentale ou les missions fondamentales de l'inspection du travail. Donc tout cela intègre la batterie des mesures coercitives que nous avons pour aider à ce que les différentes entités acceptent d'appliquer les dispositions convenues dans cette convention collective. En matière de droit social, particulièrement du droit du travail, on tient compte de ces différents aspects pour faire en sorte que les sanctions négatives ne soient que un dernier recours. Et nous avons d'autres mécanismes complémentaires qui sont des mécanismes de dialogue. On a le CNDS, le Conseil national du dialogue social, qui souvent appuie aussi l'inspection du travail pour amener certains acteurs à vraiment revoir leur position et s'ouvrir vers une meilleure compréhension et application des dispositions de la Convention. Je voudrais rassurer les fonctionnaires d'abord qu'aujourd'hui, conformément à la vision du chef de l'État et dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, l'un des objectifs clés, c'est l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires guinéens. Nous sommes en train de travailler dans ce sens à travers tout le gouvernement et particulièrement le ministère du Travail et de la fonction publique. Nous avons modernisé et crédibilisé le recrutement. Nous sommes en train de travailler pour moderniser aussi et crédibiliser la gestion de la carrière de chacun d'entre vous en tant que fonctionnaire. Nous sommes en train de développer des mécanismes de formation. L'ENA va être ouvert pour la formation de tous les fonctionnaires qui voudront qualifier davantage leurs compétences et améliorer leur efficacité et leur productivité au travail. Nous sommes en train de développer des outils pour faciliter votre mobilité, ce qui va nous permettre de lutter contre la sédentarisation. Nous travaillons aussi pour mettre en œuvre des mesures vous permettant de connaître des avancements dans votre carrière. Et la bonne nouvelle, c'est que les prochains jours, je vais annoncer l'ouverture des examens professionnels pour tous les fonctionnaires des hiérarchies C, B1 et B2. À l'issue de ces examens, ceux qui réussiront l'examen connaîtront une amélioration de leur grade, de leur échelon, mais également un changement de corps pour ceux qui le souhaitent. Ça veut dire qu'un enseignant qui veut aller dans le corps des agents de la santé, s'il répond aux critères que le ministère de la Santé définira, il pourra faire effectivement le changement de corps pour passer de ce corps d'enseignant pour aller dans le corps des agents de la santé, vice-versa. Mais également, il y a plusieurs corps aujourd'hui.
On a plus de 11 corps dans notre administration publique. Donc, cette mobilité va aussi être désormais acquise. Mais aussi, dans le cadre de la gestion de votre carrière, nous avons mis en place des outils pour faciliter le traitement de vos demandes, de vos dossiers administratifs. Le départ en congé, le départ pour des besoins de formation, ainsi les demandes de reclassement, les demandes de réintégration, les demandes de mise en détachement, les demandes de mise en